Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mécanique quantique concernant le théorème d'Ehrenfest généralisé. Alors, à titre introductif, en mécanique quantique, une observable est représentée par un opérateur hermitien qu'on nommera Q chapeau, et la valeur moyenne de cette observable dans un état quantique psi de t est donnée par la relation 1. Ici, on a Q entre brackets pour désigner donc, la valeur moyenne de cette observable Q, et on a l'opérateur hermitien ici, Q chapeau, pris en sandwich entre psi de t et psi de t, donc en valeur moyenne. Cette quantité dépend du temps, soit par l'évolution du vecteur d'état, soit par une dépendance explicite de l'opérateur temps. Nous allons donc ici calculer sa dérivée temporelle. Donc, dérivée temporelle de la valeur moyenne de cette observable Q. On va appliquer la règle de Leibniz à l'expression précédente, donc l'équation 1 ici, ce qui va nous donner l'équation 2, où donc on a appliqué une règle de Leibniz. Donc ici le premier terme, on dérive psi par rapport au temps. Dans le deuxième terme, c'est notre opérateur hermitien Q chapeau qu'on dérive partiellement par rapport au temps. Et dans le troisième terme, on voit ici du psi point, qui signifie la dérivée temporelle de psi. L'équation de Schrödinger dépendante du temps, et donc IH bar dérivée par rapport au temps, ici du ket de psi de t, est égal à l'opérateur hamiltonien sur psi de t. D'où donc on a donc cette expression-ci, on appelle ça le ket, puisque lorsqu'on a les deux crochets, donc ça s'appelle un bracket, et lorsqu'on a que le crochet de gauche, on appelle ça un bras. Lorsqu'ici on a que le crochet à droite, on appelle ça un ket. Donc on aura ici moins i h bar, lorsqu'on fait passer le moins i sur h bar, lorsqu'on fait passer le i sur h bar du membre de gauche à droite, et pour le bras justement, on a la i sur h bar avec le bras de psi sur l'opérateur hamiltonien. Donc en remplaçant dans l'équation 2, on trouve l'expression suivante, donc ce sera notre équation 5, pour la dérivée temporelle de la valeur moyenne de Q, avec du I sur H bar pardon, qui apparaît ici devant le premier terme, avec l'opérateur hamiltonien, et donc le deuxième terme ne change pas, et le troisième terme, donc via ce qu'on a calculé grâce aux relations 3 et 4, et on trouve du moins I sur H bar, ici devant le troisième terme, avec l'opérateur hamiltonien ici qui vient se placer, cette fois à droite de notre opérateur hermitien Q chapeau. En regroupant les termes en H, donc en opérateur hamiltonien, on obtient le commutateur, en fait. Donc on a au final que la valeur moyenne de Q, lorsqu'on la dérive par rapport au temps, est égale à 1 sur IH bar, valeur moyenne du commutateur entre Q et H, on commute l'opérateur Q et H, plus la valeur moyenne de la dérivée partielle par rapport au temps de Q chapeau. Ou donc on rappelle ici que le commutateur entre un opérateur Q et un opérateur H, ce n'est rien d'autre que QH moins HQ. Ce qui nous amène donc au résultat du théorème généralisé d'Ehrenfest. C'est ce qu'on a obtenu en relation 6. Ici, on l'écrit également pour l'équation 7. Donc il s'énonce comme ceci: pour tout observable représenté par un opérateur hermitien, on a que la valeur moyenne de cet observable, lorsqu'on la dérive par rapport au temps, est égale à 1 sur IH bar fois la moyenne du commutateur entre l'opérateur hermitien qui représente cet observable avec l'opérateur H, l'opérateur hamiltonien, plus la valeur moyenne de la dérivée partielle par rapport au temps de cet opérateur hermitien. Et ce résultat constitue en fait donc l'analogue quantique des équations de Hamilton de la mécanique classique. Alors, interprétation et lien avec la mécanique classique. Donc, on réécrit à nouveau ce théorème d'Ehrenfest, l'équation qu'on a obtenue précédemment, qu'on va nommer l'équation 8. Donc, c'est ici notre théorème d'Ehrenfest généralisé. Elle constitue en fait la version quantifiée de la loi classique d'évolution d'une observable, où donc en mécanique analytique, on a que la dérivée temporelle de Q est égale au crochet de poisson entre Q et H, où H donc c'est toujours l'hamiltonien ici classique, plus la dérivée partielle de Q par rapport au temps. Donc ça c'est
un résultat qu'on voit en mécanique analytique, où donc cette chose-ci représente le crochet de poisson, et on a en effet la correspondance entre crochet de poisson et commutateur avec un facteur 1 sur IH bar devant. Donc cette correspondance permet de retrouver la formule quantique, ici l'équation 8, le théorème d'Ehrenfest généralisé, à partir de cette formule classique, ici l'équation 9. Alors maintenant, on peut appliquer ça à des observables qu'on connaît, comme par exemple les observables de position X et d'impulsion P. Les lois classiques pour la position et l'impulsion sont retrouvées dans le formalisme quantique en utilisant les relations de commutation canonique. Donc on connaît cette relation ici, l'équation 11, le commutateur entre X et P est égal à I fois H bar. Et un hamiltonien de la forme H égale à P carré sur 2m plus V de X. On obtient donc pour la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de X, que ça vaut la valeur moyenne de P sur M, et pour ce qui est de la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de P, eh bien on a que c'est via ce théorème d'Ehrenfest qu'il s'agit donc de l'opposé de la valeur moyenne de la dérivée par rapport à X de V, donc de notre potentiel. Et ces relations correspondent exactement aux équations du mouvement classique, donc le théorème d'Ehrenfest standard. Ainsi, la mécanique quantique reproduit la dynamique classique au niveau des valeurs moyennes, puisqu'on a en fait que le monde classique émerge, découle du monde quantique. Alors voyons maintenant le point suivant, la conservation d'une observable. Si l'opérateur hermitien Q-chapeau ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire l'équation 14 ici, alors l'évolution de sa valeur moyenne est contrôlée uniquement par le commutateur entre Q et H. Donc en particulier si justement donc on a que l'opérateur Q ne dépend pas explicitement du temps et que le commutateur entre Q et H vaut 0, donc c'est-à-dire que les deux observables commutent, bien cela implique au final que la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de Q est égale à 0. Une telle observable correspond à ce qu'on appelle une grandeur physique conservée, et ce lien entre commutation et conservation est en fait l'analogue quantique du théorème de Noether qu'on voit également en mécanique analytique. Alors un cas particulier ici, la conservation de l'énergie, donc lorsque notre observable en question vaut l'énergie, donc pour Q égale H, donc on a que H commute, l'opérateur hamiltonien commute avec lui-même, donc commutateur de H et H vaut 0, et si le hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps, donc on a comme ici donc, que la dérivée donc partielle par rapport à H est égale à 0, et bien au final la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de H vaut elle aussi 0, et cela exprime en fait la conservation de l'énergie en mécanique quantique. Et une remarque importante ici, même si la fonction classique Q de x, p et t dépend explicitement du temps, si on a une dépendance explicite en temps, ce n'est pas cette dépendance qui importe, ce qui importe est la dépendance temporelle de l'opérateur quantique Q chapeau lui-même. Donc ainsi, si la dérivée partielle par rapport au temps de Q chapeau est égale à 0 et le commutateur de Q et H est égal à 0, alors la valeur moyenne de Q est constante, puisque lorsqu'on dérive cette valeur moyenne par rapport au temps, on trouve 0. Donc cette valeur moyenne de Q est constante, même si la quantité classique Q dépend explicitement du temps. Voyons maintenant une relation temps-énergie, où on va d'abord considérer deux observables A chapeau et B chapeau, pour lesquels l'inégalité générale d'incertitude s'écrit delta A, delta B plus grand ou égal à 1,5 fois la valeur absolue de la valeur moyenne du commutateur entre A et B. Dans notre cas, on va choisir que l'opérateur A sera l'opérateur hamiltonien, H chapeau, et B sera un opérateur Q, une observable ne dépendant pas explicitement du temps. L'inégalité devient alors, donc ici notre inégalité 19 devient l'inégalité 20 en remplaçant A par H et B par Q, delta H delta Q plus grand ou égal à 1,5 fois la valeur absolue de la valeur moyenne du commutateur entre H et Q. Et puisque Q n'est pas une fonction explicite du temps, son évolution moyenne est donnée
donc par l'équation 21 ici, dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de Q, c'est égal à I sur H bar fois la valeur moyenne du commutateur entre H et Q. On peut donc écrire que la valeur absolue de cette quantité, de la valeur moyenne du commutateur entre H et Q, est égale à H bar fois la valeur absolue de la dérivée temporelle de la valeur moyenne de Q. Et donc, en injectant dans l'équation 20, ici notre équation 20, on obtient la relation delta H, delta Q, plus grand ou égal à H bar sur 2 fois la valeur absolue de la dérivée temporelle de la valeur moyenne de Q. Et donc, introduction maintenant au temps caractéristique. Donc, on définit le temps caractéristique associé à l'évolution de Q comme delta t est égal à delta Q sur la valeur absolue de la dérivée temporelle de la valeur moyenne de Q. Donc ici, cette équation 23, c'est ce qu'on appelle le temps caractéristique associé, donc en l'occurrence ici, à l'évolution de Q. Cette quantité représente le temps nécessaire pour que la valeur moyenne ici de Q varie d'un ordre de grandeur comparable à son incertitude delta Q. En remplaçant 23, donc l'équation 23 ici, le delta T, dans l'équation 22, donc on isole le delta Q dans l'équation 23 et on la remplace ici dans l'équation 22 pour avoir quelque chose en termes de delta T. Et ça nous donne donc la relation 24 maintenant, delta H fois delta T plus grand ou égal à H bar sur 2. Et là voilà donc notre relation dite temps-énergie. On a l'énergie, c'est le delta H, et le temps, c'est le delta T, puisque delta H égale delta E. Cela nous donne donc la relation 25, relation temps-énergie, où l'incertitude sur E multipliée par l'incertitude sur T doit être plus grande ou égale à la constante H bar sur 2. Et donc maintenant, l'interprétation de ça, il est fondamental de noter que, contrairement à la position ou à l'impulsion, le temps n'est pas une observable quantique. Donc il n'existe aucun opérateur temps T chapeau qui serait conjugué à l'énergie. Ainsi, la relation 25 n'est pas une relation d'incertitude au sens de Heisenberg entre deux observables. Elle doit donc être interprétée de la manière suivante. Donc, delta t mesure la vitesse de variation de l'observable Q. Si le système évolue lentement, delta t est grand, donc l'incertitude en énergie delta E, elle doit être petite. Au contraire, si l'observable évolue rapidement, on a que la quantité valeur moyenne, valeur absolue de la dérivée temporelle de la valeur moyenne de Q est grande, donc delta t est petit, ce qui impose une grande incertitude en énergie. Donc on voit que si delta E est grand, delta t doit être petit. A l'inverse, si delta t est grand, delta E est petit. Donc on peut résumer l'interprétation physique par un système dont l'énergie est bien définie ne peut pas évoluer rapidement. Plus une évolution est rapide, plus large doit être la superposition d'états d'énergie qui la constitue.